Ce qui nous frappe encore aujourd'hui, c'est cette idée que ce quelque chose a pu arracher une ancre et sa chaîne sans ralentir, comme si de rien n'était. J'ai travaillé sur des remorqueurs pendant environ 6 ans. Le pont arrière est ce qu'on appelle un pont mouillé, ce qui signifie qu'il n'est pas rare qu'il soit parfois submergé par l'eau. Un jour, alors que nous manœuvrions pour remorquer une plateforme pétrolière en pleine mer, les vagues faisaient entre 4 et 5 mètres de haut. L'une d'elles nous a frappés avec une précision redoutable, emportant mon collègue Georges et le projetant à la mer. Il était environ 3 heures du matin, et l'obscurité était totale. Dans ces conditions, c'est presque toujours une condamnation à mort. Pendant environ 20 secondes, qui m'ont semblé une éternité, nous avons été figés, terrifiés à l'idée qu'ils ne s'en sortent pas. Et puis, une autre vague est arrivée, comme par miracle, ramenant Georges directement sur le pont. Il s'est retrouvé assis par terre, juste à côté du treuil, trempé mais indemne. Sans même perdre une seconde, il s'est levé en riant, comme si de rien n'était, et il a repris son travail sans la moindre hésitation. Tout le monde était sous le choc, mais Georges, lui, semblait presque trouver la situation amusante. Pendant l'ouragan Harvey, je me trouvais dans le golfe du Mexique. On m'a donné le choix entre le bateau que je prenais habituellement et un modèle plus récent où se trouvaient quelques amis. J'ai opté pour le bateau plus récent, et c'était la meilleure décision possible. Sur ce bateau, nous avions attaché une barge et l'avions plaquée contre le quai pour la protéger des vents violents et de la mer déchaînée. L'anémomètre, l'appareil mesurant la vitesse du vent, était bloqué à sa limite maximale, 320 km/h. La tension était palpable, mais cela n'avait rien à voir avec ce qui est arrivé à l'autre remorqueur. L'autre remorqueur a eu une collision avec un autre bateau. L'ingénieur de bord a vu l'eau envahir la salle des machines. Il a couru prévenir le capitaine dans la timonerie, mais en arrivant, le niveau de l'eau avait déjà atteint le générateur, coupant tout le courant sur le bateau. Le capitaine a immédiatement donné l'ordre d'abandonner le navire et de se regrouper à l'avant, sur la proue. La garde côtière, contactée grâce au système radio encore alimenté par batterie, a informé l'équipage qu'il ne pourrait pas venir les secourir avant plusieurs heures. Le remorqueur a finalement coulé, mais par chance, il s'est échoué sur une barre de sable formée par l'ouragan. L'équipage s'est rassemblé sur cette minuscule bande de terre, s'entassant pour se réchauffer. Ils m'ont raconté plus tard que, chaque fois qu'ils avaient besoin d'uriner, ils le faisaient simplement sur place, car la chaleur temporaire procurée par l'urine était une maigre consolation dans ce froid intense. À un moment donné, le bateau s'est rapproché d'une barge. Le capitaine a décidé de sauter en premier, dans un geste qu'on pourrait qualifier de purement égoïste. Malheureusement pour lui, il a raté son atterrissage et s'est assommé en glissant sur le pont. Le reste de l'équipage a réussi à se mettre à l'abri sans encombre. Quand la tempête s'est enfin calmée, le bateau sur lequel je me trouvais est allé récupérer ce qui pouvait l'être. J'ai pris quelques photos du remorqueur coulé avec mon drone. Des lances géantes qui jaillissent de la mer et y replongent, sérieusement ? Dans le golfe d'Alaska, j'ai vu des choses qui défient l'imagination. Mais l'une des visions les plus terrifiantes auxquelles j'ai été confronté concerne ce que peuvent devenir certains troncs d'arbres échappés des exploitations forestières. Quand un tronc de grande taille se détache d'un radeau de bois, il peut devenir partiellement imbibé d'eau, flottant avec son extrémité la plus fine vers le haut. Vous imaginez donc un tronc de 1,20 m de diamètre, s'élevant à plus de 12 mètres au-dessus de l'eau. Rien de dramatique, en soi, il apparaît sur le radar et reste facile à repérer. Mais laissez ce tronc dériver une vingtaine d'années. L'érosion, le vent et les vagues le sculptent lentement en une pointe acérée, lui donnant une apparence sinistre, presque menaçante. Ajoutez maintenant une tempête avec des vagues de 7 à 8 mètres de haut, plus de 15 mètres entre les creux et les crêtes. Ce tronc devient alors une véritable lance mortelle. À intervalles de 15 à 20 minutes, il jaillit de la mer comme une tour infernale, culminant à près de 18 mètres de haut, avant de replonger dans les profondeurs sombres. Et puis, il disparaît, attendant sournoisement le moment où il pourra transpercer un bateau malchanceux lors de son prochain surgissement. C'est une vision authentiquement terrifiante. Rare,
mais pas si rares que ça, j'en ai vu 2 en une seule saison. C'est comme si le trident de Neptune prenait une forme tordue et particulièrement vicieuse, cherchant une opportunité de détruire tout ce qui croise son chemin. Une manière brutale et inattendue de vous rappeler que l'océan n'a jamais été votre allié. Il y a 2 ans, j'étais à environ 240 km au large de Long Island, dans l'État de New York, sur un bateau de 9 mètres. Nous pêchions à la traîne pour attraper du thon jaune. À l'horizon, nous avons aperçu 2 grandes nageoires qui sortaient de l'eau. Pensant qu'il s'agissait de 2 requins, nous avons décidé de nous en approcher. En nous rapprochant, nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas de 2 requins, mais d'un seul immense. Là, juste devant nous, il nageait tranquillement à la surface, complètement indifférent à notre présence. En arrivant à son niveau, nous avons pris conscience de sa taille colossale. Ce requin était presque aussi long que notre bateau. Il devait bien mesurer 7 à 8 mètres de long et peser plusieurs tonnes. J'étais sidéré. En passant à côté de lui, j'ai eu du mal à croire ce que je voyais. Je n'avais jamais vu un requin d'une taille pareille, même de loin. Pourtant, au fil des années, j'ai croisé toutes sortes de créatures marines, des baleines, des tortues, des dauphins et bien sûr des requins. Mais jamais un prédateur de cette ampleur. Ce n'était pas un requin-baleine, j'en suis sûr. Celui-ci avait une allure de chasseur. Mon instinct me dit que c'était peut-être un requin-tigre, mais d'après mes recherches, les requins-tigres n'atteignent pas une taille aussi gigantesque. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que c'était. Je regrette de ne pas avoir pris de photos, mais j'étais complètement figé, incapable de bouger. Cette image restera gravée dans ma mémoire pour toujours. L'océan est vraiment un lieu extraordinaire, à la fois fascinant et terrifiant. Il y a quelques années, alors que j'étais cadet à bord d'un navire marchand, j'étais de quart pour la veille du soir. Pendant que le reste de l'équipage profitait du dîner, mon rôle était de surveiller et d'appeler en cas de problème. Nous naviguions en plein océan, sans terre à l'horizon, à au moins une journée de navigation de tout rivage. Soudain, j'ai aperçu une île devant notre proue. Elle était encore loin, mais quelque chose clochait, cette île ne devrait pas être là. Je me suis précipité sur les cartes, j'ai vérifié notre position à plusieurs reprises, mais tout semblait en ordre. Puis j'ai remarqué que l'île n'apparaissait pas sur nos radars. Intrigué et légèrement inquiet, j'ai appelé à la salle à manger pour signaler l'apparition de cette île étrange. Le second capitaine est monté pour vérifier. Lui aussi a inspecté les cartes et confirmé notre position, aucune île ne devait être là. Et comme moi, il a constaté que l'île n'était pas visible sur les radars. Nous avons alors décidé d'appeler le capitaine. Lorsqu'il est arrivé sur la passerelle, il s'est mis à rire. C'était un vieux loup de mer avec plus de 40 ans d'expérience. Il nous a expliqué qu'il s'agissait d'un phénomène appelé une fata morgana. C'est une illusion d'optique provoquée par des couches d'air chaud et froid qui déforment la lumière. En réalité, l'île était bien à sa place, mais à plus d'une journée de navigation dans la direction où nous nous dirigions. Ce que nous voyions était un mirage amplifié par les conditions atmosphériques. Après cette étrange découverte, il a pris le relais de la veille et je suis descendu. Ce n'était pas vraiment effrayant, mais c'était profondément troublant et fascinant de voir à quel point l'océan peut jouer des tours à nos sens. Une leçon inattendue sur les mystères de la mer. Mon père est parti faire un tour en bateau avec des amis près de Rocky Point, au Mexique, au milieu des années 90. Ils étaient sortis tard dans la nuit pour boire un verre. Il faisait extrêmement sombre, à part les lumières du bateau qui éclairaient timidement autour d'eux. Soudain, un hélicoptère a survolé leur embarcation, et le local qui les accompagnait a immédiatement éteint toutes les lumières et coupé le moteur, plongeant le bateau dans une obscurité totale. L'hélicoptère a continué son chemin, s'arrêtant à une certaine distance. Ils ont vu la machine stationner un moment au-dessus de l'eau avant de larguer plusieurs corps dans les vagues, puis repartir rapidement dans la nuit. Mon père et ses amis, sidérés, n'osaient même pas bouger. Lorsque l'hélicoptère a disparu de leur champ de vision, le local a simplement rallumé le moteur et les lumières comme si de rien n'était. Avec un haussement d'épaule,
il a commenté d'un ton presque nonchalant. Ils font ça tout le temps, mais je ne l'avais jamais vu d'aussi près. Mon père n'a jamais oublié cette nuit-là. C'était une expérience glaciale, un aperçu brutal de ce qui peut se passer dans l'ombre, loin de toute autorité ou loi, là où la mer devient témoin silencieuse d'actes terribles. Je ne suis pas marin, mais un marine, embarqué sur un navire militaire. Nous traversions le Pacifique lorsque nous avons reçu un SOS provenant d'un voilier. D'après ce que j'ai entendu, il s'agissait d'un homme qui tentait de traverser l'océan seul. Il nous a fallu plusieurs jours pour localiser son bateau. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Je regardais par-dessus le bord du navire quand nous avons enfin aperçu le voilier. Ses voiles portaient l'emblème du drapeau chinois, flottant mollement sous le vent faible. Le bateau semblait intact, juste dérivant sur les vagues, une image presque paisible en surface. Mais il y avait quelque chose d'étrangement silencieux et immobile dans cette scène, un sentiment de vide qui planait autour du bateau. Un petit groupe de notre équipage a été envoyé à bord du voilier pour l'inspecter. Je les ai regardés descendre, leurs mouvements soigneux, comme s'ils savaient que quelque chose ne tournait pas rond. Quelques minutes plus tard, la radio a confirmé ce que nous craignions, le bateau était complètement vide. Pas de capitaine, pas de traces de vie à bord. Tout semblait en ordre, pourtant. Pas de signe de lutte, pas de dégâts majeurs, juste l'absence inexpliquée de celui qui avait lancé cet appel à l'aide. Nous avons passé les jours suivants à fouiller les environs à la recherche d'un corps ou d'un indice, mais nous n'avons rien trouvé. Pas de gilet de sauvetage flottant, pas de débris, rien. L'homme semblait s'être volatilisé, effacé par l'immensité du Pacifique. Je ne suis pas marin, mais ma famille possède un bateau, et je pars souvent en mer avec mon père pour des sorties de pêche. Ces escapades sont rarement axées sur la pêche en elle-même, en général, c'est lui qui s'occupe de lancer les lignes, tandis que je l'écoute raconter des histoires sur sa jeunesse ou ses réflexions sur la vie. Ce sont des moments précieux, faits de discussions simples et d'une connexion unique, loin de tout. Un jour, lors d'une de ces sorties, nous étions à environ 15 km au large, assez loin pour que la plage soit une simple ligne à l'horizon. Mon père me racontait une de ces anecdotes rocambolesques, comment il avait fini par se battre dans un bar et, contre toute attente, avait gagné. Je l'écoutais sans rien dire, concentré sur le son de sa voix et le bruit des vagues, quand un son étrange a commencé à se faire entendre. C'était subtil au début, presque imperceptible, comme un souffle porté par le vent. Puis, le bruit s'est intensifié. C'était un mélange de sifflements et de hurlements, un son indéfinissable, comme une plainte portée par l'océan. Imaginez le bruit d'une personne soufflant sur le goulot d'une bouteille vide, mais avec une profondeur inquiétante et un volume qui semblait envelopper le bateau. Ce son semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Je me suis tourné vers mon père. Il essayait de rester calme, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Ce n'était pas un homme facilement impressionnable, mais je savais que lui aussi était déconcerté. Le bruit persistait, devenant de plus en plus fort, comme s'il voulait nous submerger. On regardait autour de nous, scrutant la mer calme et le ciel dégagé, mais il n'y avait rien. Juste nous, le bateau, et ce son qui semblait provenir d'un autre monde. Puis, soudainement, tout s'est arrêté. Le hurlement a culminé dans un cri strident, presque métallique, qui semblait jaillir des profondeurs de l'eau. Ensuite, plus rien. Un silence total. Même le bruit des vagues paraissait avoir disparu pendant quelques instants. Mon père et moi sommes restés figés, regardant l'eau noire comme si elle pouvait nous donner une explication. Mais il n'y avait rien, pas de mouvement, pas de lumière, rien que l'obscurité de l'océan. Après un moment, mon père a simplement repris la parole, comme si de rien n'était, continuant son histoire là où il s'était arrêté. Mais sa voix était plus tendue, et je pouvais sentir qu'il ne voulait pas y penser davantage. Moi non plus, d'ailleurs. L'idée même de chercher une explication semblait effrayante. L'été dernier, j'ai participé à une course en double sur une nuit, et pendant mon tour de veille, j'ai eu une conversation de 45 minutes avec mon grand-père. J'étais seul sur le pont à ce moment-là,
sous un ciel étoilé, bercé par les vagues et le silence de la nuit. Mon grand-père est apparu si naturellement dans la conversation que je n'ai pas tout de suite réalisé à quel point c'était étrange, surtout quand on sait qu'il était décédé depuis 3 ans. Je suis presque sûr que plusieurs facteurs ont joué, l'hypothermie, la déshydratation, une hypoglycémie et l'épuisement accumulé. Mais à cet instant précis, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Il était là, comme s'il avait toujours été là, m'écoutant et me parlant avec la même voix rassurante que dans mes souvenirs. On a parlé de tout et de rien, de la mer, de la navigation, de la vie en général. Une fois la conversation terminée et que le calme de la nuit m'a enveloppé à nouveau, la réalité m'a rattrapé. Ce n'était pas simplement étrange, c'était profondément troublant. Je ne peux pas dire si c'était un délire causé par mon état physique ou quelque chose de plus spirituel. Mais cette expérience m'a marqué. Parfois, au cœur de la mer et de la solitude, l'esprit joue des tours ou ouvre des portes qu'on ne comprend pas tout à fait. Une chose est sûre, cette nuit restera gravée dans ma mémoire comme une rencontre à la fois surréaliste et réconfortante. J'étais ingénieur et second à bord d'un LCM 80, un bateau de débarquement reconverti, utilisé dans le commerce du poisson. Nous opérions dans le golfe d'Alaska, le Prince William Sound et les pêcheries de la baie de Bristol, servant de bateaux collecteurs, prenant du saumon et du hareng des petits bateaux et des villages pour les transporter aux installations de transformation à terre. Notre bateau avait un treuil à tambour classique à l'arrière, et pour une raison qui m'échappe, l'entreprise pensait que cela suffisait pour tracter une barge de 67 mètres, année après année, depuis Whittier, en passant par les îles Aléoutiennes à False Pass, jusqu'à la baie de Bristol et retour. C'était une mission difficile, mais rien ne nous avait préparé à ce qui allait arriver. Le golfe d'Alaska peut être impitoyable, et cette fois, il l'a été. À une vitesse maximale de 4 nœuds, nous nous sommes retrouvés pris dans une tempête monstrueuse. Nous avons tenté de nous abriter derrière une île, quelque part le long de la péninsule des Aléoutiennes, je ne me souviens plus exactement où, mais même là, nous n'avons pas pu résister au vent. La barge nous tirait en arrière, et le petit treuil à l'arrière commençait à s'arracher, créant une brèche inquiétante dans la salle des machines. Face à des vagues de 8 mètres, nous avons dû prendre une décision, lâcher la barge. Nous l'avons laissée dériver, la suivant à distance sur le radar avec l'espoir de la récupérer lorsque la mer se calmerait dans quelques jours. Ce qui a suivi a été une épreuve cauchemardesque. Pendant 3 jours de mer déchaînée, j'ai vomi jusqu'à ne plus rien avoir dans l'estomac, et nous avons failli chavirer à un moment, embarquant près de 40 000 litres d'eau dans un compartiment. Bref, de belles journées en mer. La dernière nuit de tempête reste gravée dans ma mémoire. Je faisais la veille dans la timonerie pendant que le capitaine dormait. Il devait être environ 3 heures du matin, et nous étions secoués par des vagues si violentes que le bateau roulait de 33 à 37 degrés. La barge, que nous suivions toujours, apparaissait sporadiquement sur le radar, à environ 6 km sous le vent. C'est alors que cela s'est produit. Un bruit colossal a secoué tout le navire, un boom qui m'a glacé le sang. J'étais convaincu que nous avions heurté quelque chose, peut-être une épave ou un tronc d'arbre, et que c'était la fin. J'ai réveillé le capitaine et le matelot, mais après 15 minutes de vérification, aucun compartiment ne semblait inondé, et aucune alarme ne s'était déclenchée. Pourtant, le système Laurent avait cessé de fonctionner, les lumières de navigation étaient hors service, et plusieurs disjoncteurs avaient sauté. Quand le jour s'est levé, je suis sorti sur le pont pour voir les dégâts. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Notre bateau, un LCM 8 de la Seconde Guerre mondiale, avait une structure en acier sur le toit de la timonerie, à environ 7 mètres au-dessus de l'eau. Sur cette structure était monté un mât en acier de 10 cm de diamètre, supportant les antennes radio, les feux de navigation et nos radeaux de sauvetage. Tout avait disparu. Le mât en acier avait été plié à 90 degrés et arraché comme si une force inimaginable s'était abattue dessus. Même le renfort en acier du pied de mât sur le toit de la cabine était déformé. Les radeaux de sauvetage avaient également disparu, et leurs balises de détresse avaient été activées, flottant quelque part dans l'immensité de l'océan. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est de réaliser que cette force inimaginable était passée à quelques centimètres de la timonerie où je me trouvais cette nuit-là. Si elle avait frappé quelques mètres plus bas, je ne serais pas là pour raconter cette histoire.
Finalement, après une semaine de mer plus clémente, nous avons récupéré la barge et l'avons ramenée à l'abri de la péninsule. Le reste du voyage, près de 1600 km, s'est déroulé sous des cieux clairs et des eaux calmes. Mais ce calme contrastait tellement avec ce que nous venions de traverser que c'en était presque irréel. Lorsque nous sommes enfin arrivés à Dillingham, nous avons découvert que nous avions été déclarés perdus en mer. Les gardes-côtes avaient cessé leurs recherches depuis plusieurs jours, après avoir retrouvé nos radeaux de sauvetage vides avec leurs balises activées. Personne ne s'attendait à nous revoir vivants. Je retirais le mât d'un petit voilier du fond d'un lac pendant une tempête. Les vagues avaient retourné le bateau, le mettant à l'envers comme une tortue sur son dos. Je me suis retrouvé à plonger à environ 3 mètres de profondeur pour tirer le mât vers la surface. Mais son poids m'a poussé encore plus bas, jusqu'à ce que je me retrouve pratiquement debout au fond du lac. Là, sous l'eau, je pouvais regarder les vagues se fracasser à la surface au-dessus de moi. C'était une expérience étrange, effrayante, stimulante, presque hypnotique. C'est alors que quelque chose de grand a nagé à côté de moi. Une ombre, rapide et fluide, m'a frôlé la jambe. L'animal devait faire au moins 1 mètre de long. À cet instant, j'ai ressenti un mélange de terreur et d'émerveillement, une prise de conscience brutale que je n'étais pas seul dans cette eau sombre et agitée. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, un poisson, une tortue, ou peut-être quelque chose d'encore plus inhabituel. Malgré cette rencontre, j'ai réussi à redresser le bateau, à remettre le mât à bord et à m'assurer que tout était sécurisé. Nous avons finalement été remorqués jusqu'à la rive. Une fois sur la terre ferme, j'ai laissé tomber tout mon équipement et me suis effondré sur la plage, épuisé et soulagé. En regardant l'eau derrière moi, je me suis promis de rester éloigné du lac pendant quelques jours, juste pour laisser mon esprit reprendre son souffle. Ce n'est peut-être pas aussi captivant que d'autres récits, mais c'est une scène qui m'a profondément marqué, car c'était la première fois que je voyais quelque chose de semblable. C'était à Atikoken, en Ontario. Je ne me souviens pas du nom du lac, mais je sais qu'il avait été inondé intentionnellement. Peut-être pour créer un réservoir? Peut-être pour construire un barrage et produire de l'électricité? Peu importe. Ce jour-là, je pêchais avec un guide. L'air était parfaitement calme, pas un souffle de vent. L'eau, d'une transparence presque irréelle, semblait aussi immobile que du verre. En regardant par-dessus le bord du bateau, j'ai été frappé par ce que je voyais. Nous flottions littéralement au-dessus d'une forêt entière, les sommets des pins juste en dessous de nous. C'était une vision incroyable. Des milliers de troncs de pins, droits comme des soldats, s'étendaient dans toutes les directions, leur pointe à quelques mètres sous la surface. Ils se tenaient là, figés, comme s'ils étaient encore vivants, mais emprisonnés dans cette vallée engloutie. L'eau claire amplifiait cette illusion, et on aurait presque pu croire qu'on naviguait dans les airs, au-dessus de cette forêt immergée. Ce qui était encore plus troublant, c'était l'absence de fond visible. Même avec l'eau parfaitement limpide, les bases de ces arbres disparaissaient dans une obscurité insondable. On pouvait sentir la profondeur, une sorte de vertige aquatique, et cela rendait la scène encore plus mystique. Je me souviens être resté là, à fixer ce paysage sous-marin, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de poétique et de mélancolique à voir cette forêt noyée, un rappel silencieux d'un passé transformé par l'homme. Une de mes collègues, qui avait fui le Vietnam pour les États-Unis quand elle était enfant, nous a un jour raconté son histoire. C'était l'une des boat people, ces réfugiés qui traversaient l'océan sur de petites embarcations dans des conditions inimaginables. Nous étions en train de râler pour des broutilles au travail quand elle a expliqué pourquoi elle ne se mettait presque jamais en colère. Elle n'avait que 7 ans à l'époque. Avec sa sœur de 5 ans, son père, sa mère et son grand-père, ils avaient embarqué sur un petit bateau de pêche pour fuir. Perdus en pleine mer, ils avaient épuisé leurs réserves de nourriture depuis plusieurs jours. La faim les rongeait, et le désespoir grandissait. Un jour, elle et sa sœur ont réussi à attraper un albatros qui s'était posé sur leur embarcation. C'était une victoire, un miracle, une chance inespérée de survivre.
Mais leur père, croyant fermement que tuer un albatros portait malheur, a décidé de le relâcher. Elle se souvient de l'avoir regardé s'envoler, le cœur brisé. Elle était convaincue, à ce moment précis, qu'elle et sa famille allaient mourir de faim. Elle se rappelle aussi avoir ressenti une colère immense envers son père pour ce choix qu'elle ne comprenait pas. Et pourtant, le lendemain, un chalutier est apparu à l'horizon. Ils ont été secourus, embarqués, et finalement emmenés jusqu'en Californie. Contre toute attente, ils avaient survécu. Aujourd'hui, elle porte toujours un collier avec un pendentif en forme d'albatros. Pour elle, c'est devenu un symbole de chance, de résilience et de cette étrange tournure que prennent parfois les événements, là où on s'y attend le moins. Son histoire nous a tous frappés ce jour-là. Ce qu'elle avait traversé à 7 ans, ce mélange de désespoir, de foi et de survie, expliquait pourquoi elle restait si stoïque face aux petits tracas du quotidien. Il y a de nombreuses années, un ami de la famille m'a emmené en mer pour la première fois. Je n'étais jamais monté sur un bateau ni parti à la pêche, et c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Nous sommes allés dans le golfe du Mexique, à environ 5 km de la côte, d'après ce qu'il m'a dit. Le plan était simple, passer une demi-journée à se détendre sur le bateau et à pêcher un peu. Alors qu'on flottait tranquillement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tu sais, quand tu es dans un grand espace ouvert, comme un champ ou l'océan, et qu'un nuage passe au-dessus, tu peux voir son ombre glisser sur le sol ou l'eau? Eh bien, j'ai vu ça. Une ombre immense, qui devait s'étendre sur plusieurs centaines de mètres de large, s'approchait rapidement de nous. Je trouvais ça fascinant. Je l'ai montré à mon ami en lui disant à quel point c'était cool de voir l'ombre d'un nuage entier se déplacer sur l'océan. Mais en levant les yeux pour voir de quel nuage il s'agissait, j'ai réalisé quelque chose, il n'y avait aucun nuage. Le ciel était d'un bleu pur, complètement dégagé. Les seuls nuages que je pouvais apercevoir étaient à l'horizon, très loin. C'était bizarre. Je lui ai suggéré que peut-être nous étions près d'un haut fond, une zone où l'eau serait peu profonde, et que l'ombre provenait de là. Mais il m'a dit que c'était impossible, nous étions ancrés. Aucun mouvement du bateau, et certainement pas de terre à proximité. C'est là que l'étrangeté s'est intensifiée. L'ombre continuait d'avancer vers nous, rapidement. Nos cœurs ont commencé à battre plus fort, mêlant excitation et incompréhension. On riait nerveusement, comme si le fait de plaisanter pouvait nous calmer. L'ombre était énorme, et maintenant, elle n'était plus qu'à une dizaine de mètres. Elle passait juste à côté de nous. Quand elle a atteint le bateau, il s'est soudainement fait violemment secouer. Je suis tombé sur le dos, complètement déséquilibré. Mon ami, agrippé à une rambarde, a réussi à ne pas tomber. Tout s'est calmé après quelques secondes, et l'ombre a continué son chemin, s'éloignant vers la mer. On la voyait s'effacer peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Encore sous le choc, on a décidé de rentrer. Mon ami a voulu relever l'ancre mais il n'y avait plus d'ancre. La chaîne, pourtant robuste, était arrachée. Seule la partie où elle était fixée restait, tordue et endommagée. Ce qui nous avait frappé avait simplement coupé la chaîne comme si elle n'était rien. L'ombre, en elle-même, était gigantesque. Si je devais la comparer à quelque chose, je dirais qu'elle était un peu plus grande qu'un terrain de football. Quant à sa forme, elle était ovale, comme un œuf, avec un avant légèrement pointu et un arrière plus arrondi. Imagine l'ombre d'un œuf géant, son sommet tourné vers toi, glissant silencieusement sous l'eau. On n'a jamais su ce que c'était. Aucun animal marin connu n'est assez grand pour provoquer un tel impact. Et ce qui nous frappe encore aujourd'hui, c'est cette idée que ce quelque chose a pu arracher une ancre et sa chaîne sans ralentir, comme si de rien n'était. Ce jour-là, on a compris que l'océan garde encore des secrets qu'on ne peut ni expliquer ni comprendre. Quand j'avais 19 ou 20 ans, le compagnon de ma mère de l'époque a décidé de nous emmener en bateau pour une après-midi détente. L'idée était de trouver un coin tranquille au large pour se baigner et profiter de l'océan, loin de la côte. Nous étions ravis, l'eau était d'un turquoise éclatant, complètement transparente, et sa température était parfaite.
Après avoir navigué un moment, nous avons trouvé ce qui semblait être l'endroit idéal. Nous avons jeté l'ancre et sorti de quoi grignoter, prêts à plonger dans ce paradis. Mais notre enthousiasme n'a pas duré longtemps. Peu de temps après, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. L'eau autour de nous a commencé à se remplir de méduses. Et pas juste quelques-unes. Très vite, nous étions entourés par des centaines de ces créatures gigantesques, d'un blanc laiteux et presque spectral dans leur lente danse sous l'eau. Il y en avait tellement que l'eau claire avait disparu, remplacée par une masse mouvante et gélatineuse. Leurs cloches faisaient facilement 1,50 m de diamètre, peut-être même plus. C'était fascinant et effrayant à la fois. Elles flottaient silencieusement, comme un tapis vivant et hypnotisant qui s'étendait tout autour de nous, sans interruption. Nous étions complètement isolés, pris au piège dans cette mer de méduses géantes. Ce jour-là, personne n'a nagé. Nous sommes restés sur le bateau, observant ces créatures étranges, fascinés et un peu terrifiés. Même si elles n'avaient pas l'air agressives, leur simple taille et leur nombre rendaient l'idée de mettre un pied dans l'eau impensable. Mon père naviguait souvent sur des yachts pour des riches propriétaires, traversant l'Atlantique afin qu'ils puissent avoir leur bateau à disposition dans leur villa de la Méditerranée ou en Floride, selon la saison. Il en a vu des choses en mer, mais ce qu'il m'a raconté un jour m'a particulièrement marqué. Lors de sa première traversée transatlantique, il a eu l'occasion de contempler pour la première fois un ciel nocturne, immense et intact, loin des lumières des villes et de toute pollution lumineuse. Il m'a dit qu'il en était presque choqué, pas seulement par la beauté du spectacle, mais par le fait que cela lui paraissait étranger, inhabituel, comme si cette vision primordiale de l'humanité lui avait été volée par la modernité. Il décrivait ce ciel comme une tapisserie infinie, remplie d'étoiles éclatantes, si nombreuses qu'elles semblaient se chevaucher. La Voie lactée s'étendait en un fleuve lumineux, si brillante qu'elle semblait projeter une lumière douce sur les vagues sombres en dessous. Il m'a avoué que, ce soir-là, il a ressenti une sorte de tristesse, non pas pour lui, mais pour nous tous. Il se rendait compte à quel point nous, qui vivons dans des villes, sommes coupés de cette part fondamentale de la nature, une part que presque tous les humains avant nous auraient considérée comme normale. Nous passons notre vie sous des cieux éteints, m'a-t-il dit. Et on ne s'en rend même pas compte. Il trouvait ça tragique, combien de personnes dans le monde vivent sans jamais voir un ciel comme celui-là, sans jamais comprendre à quel point il peut être transcendant, presque spirituel. Il m'a souvent encouragé, depuis, à chercher des endroits où l'on peut encore voir les étoiles comme il les a vues. C'est un rappel, disait-il. Un rappel de la petitesse de nos vies, de l'immensité de ce qui nous entoure, et de la chance qu'on a d'exister pour pouvoir le regarder. Vivre au Michigan, entouré par les grands lacs, donne l'impression de vivre près d'un océan. Ces lacs sont immenses, profonds, et pleins de mystères, qu'ils soient naturels ou créés par l'homme. Le lac Michigan, en particulier, est fascinant. Il y a des épaves gigantesques qui reposent sous ses eaux, des poissons si gros qu'ils semblent venir directement de l'océan, et des paysages divers qui défient l'imagination. Quand le froid arrive, le lac se transforme. Près des plages, la glace s'accumule et forme des vagues figées, des sculptures gelées qui ressemblent à des montagnes glacées. Parfois, des petites grottes de glace se forment, invitant les curieux à les explorer. Le phénomène des sphères de glace est encore plus étrange. Des milliers de boules parfaitement rondes se forment à la surface et finissent par s'échouer sur les plages. Ce spectacle surréaliste donne l'impression d'être sur une autre planète. Mais sous cette beauté se cache un côté sombre. Chaque année, des personnes disparaissent ou meurent dans le lac Michigan. Les courants sont imprévisibles et peuvent aspirer les nageurs sous l'eau en quelques secondes. Même avec une formation sur les façons de gérer ces situations, les chances de revenir à la surface sont faibles si vous êtes emporté dans les profondeurs glacées. Ces courants peuvent vous entraîner si loin qu'il devient presque impossible de retrouver l'énergie nécessaire pour regagner le rivage. Il y a aussi des navires gigantesques qui viennent de l'océan. Quand on les voit naviguer sur ces eaux, on ne peut s'empêcher de penser à la profondeur incroyable du lac. C'est impressionnant, presque intimidant. Ces navires, aussi massifs qu'élégants, rappellent que ces lacs sont bien plus que des étendues d'eau douce.
Pour moi, l'une des choses les plus étranges que j'ai vues est cet effet de vagues glacées, figées dans le temps, et les gens qui se baignent malgré des températures glaciales. C'est à la fois fascinant et incompréhensible. Mais le lac Michigan ne se limite pas à ces merveilles naturelles. Il est aussi le théâtre de nombreuses histoires d'horreur réelles et de légendes de fantômes qui se transmettent de génération en génération. Chaque coin de ces eaux semble porter un récit, qu'il soit terrifiant ou magique. Vivre au bord de ces lacs, c'est accepter qu'ils sont autant des lieux de vie et de beauté que des lieux de mystère et de danger. En Slovénie, alors que nous étions à bord de notre navire de recherche, nous avons été témoins d'une scène étrange et déroutante. Une chose pâle et chauve a presque émergé de la mer. Cela ressemblait incroyablement à un être humain, une tête dépassant légèrement de la surface, recouverte d'une fine pellicule d'eau. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde, et, sur le moment, nous avons supposé qu'il s'agissait d'un plongeur essayant de nous faire peur. Cependant, lorsque nous avons effectué notre évaluation de la biodiversité dans cette zone précise, nous n'avons trouvé rien d'anormal. Pas de plongeur, pas d'équipement laissé derrière, rien d'autre que quelques petits poissons dans les environs. Aucune trace d'un homme ou de quoi que ce soit qui aurait pu expliquer ce que nous avions vu. À ce jour, ni moi, ni mes professeurs de biologie marine n'avons la moindre idée de ce que c'était, ni comment cela avait pu apparaître. Ce n'était pas un mammifère marin identifiable, et la forme que nous avons observée ne correspondait à rien de connu. Ce qui rend cette rencontre encore plus troublante, c'est que nous étions en pleine étude scientifique, armés d'équipements sophistiqués, et pourtant, nous n'avons trouvé aucune preuve de sa présence. Dans un mélange d'humour et de perplexité, nous avons baptisé cette espèce Baldumanius, en hommage à son apparence étrange. Même si le nom a commencé comme une plaisanterie, l'expérience reste gravée dans ma mémoire. Une nuit, alors que je prenais le quart de minuit, l'obscurité était totale. Il devait y avoir 0% de lumière naturelle. Je ne pouvais même pas voir mes propres mains devant moi. Il n'y avait aucun contact à signaler sur le radar ou l'AIS, à l'exception de ce que l'équipe que je relevais avait décrit comme une lueur à l'horizon, droit devant. Intrigué, j'ai supposé qu'il devait s'agir d'un effet astronomique ou météorologique quelconque. Cependant, au fur et à mesure que mon quart avançait, cette lueur persistait. Elle ne diminuait pas et ne disparaissait pas. J'ai vérifié les cartes à plusieurs reprises pour m'assurer que nous n'allions pas droit sur une masse terrestre, mais non, nous étions toujours en plein océan. Toujours rien sur le radar ni sur l'AIS. Pourtant, la lueur continuait de croître, devenant plus large et plus intense, s'étendant désormais sur environ 10 000 nautiques de chaque côté de notre trajectoire. C'est alors que l'AIS a commencé à s'animer. Un premier contact est apparu à environ 15 000 nautiques devant nous. Puis un deuxième. Puis 4. Finalement, la lueur à l'horizon s'est transformée en une myriade de lumières distinctes. En quelques instants, l'horizon était complètement illuminé par un nombre incalculable de lumières incroyablement brillantes. Ces lumières provenaient de minuscules bateaux de pêche, chacun équipé de lampes d'une puissance phénoménale, utilisées pour attirer les calamars. La scène était surréaliste, cette flotte apparemment sans fin de petites embarcations éclairait la nuit comme un concert de rock en pleine mer. Les lampes étaient si puissantes qu'elles illuminaient la passerelle, permettant de voir les visages stupéfaits de l'équipage autour de moi. C'était presque comique, ces petits bateaux, qui ressemblaient à des jouets face à notre navire, avaient réussi à transformer l'obscurité de l'océan en une fête de lumière visible à plus de 30 000 nautiques. La surprise a rapidement laissé place à l'agacement. Cette flotte de pêche est devenue un véritable casse-tête à éviter. Naviguer au milieu d'eux demandait des manœuvres constantes, ce qui n'est jamais agréable au beau milieu de la nuit. Pire encore, certains pêcheurs, visiblement décidés à nous rendre la tâche encore plus difficile, ont commencé à pointer des lasers verts sur notre timonerie. Je suppose qu'ils trouvaient ça drôle, mais pour nous, c'était franchement irritant et potentiellement dangereux. C'est une histoire qui semble tout droit sortie d'une légende maritime, mais dans ta famille, c'est une vérité inébranlable. Ton père, tes grands-parents, et même ta mère ont tous confirmé la même chose, avec des détails qui n'ont jamais changé au fil des ans. Pour eux,
les sirènes ou ces personnes dans l'eau qui chantent pour attirer les autres étaient bien réelles. Votre famille vivait sur un grand bateau, presque comme un navire pirate, avec 18 membres à bord. Ils traversaient régulièrement la mer entre le sud de la Chine et le Vietnam, une région aujourd'hui disputée et transformée par des îles artificielles. Mais pour eux, la mer était leur maison et leur gagne-pain, même si elle cachait ses propres dangers. Ton père raconte que ces sirènes étaient une menace bien connue. Selon lui, c'est comme cela que sa sœur aînée, ta tante, s'est noyée. Tous ceux qui étaient sur le bateau s'accordent sur ce fait. Si vous entendiez un chant qui ne correspondait à aucune des voix familières, il fallait immédiatement se boucher les oreilles et descendre sous le pont. C'était la règle. Personne ne prenait ce genre de choses à la légère. Il utilisait toutes sortes de moyens pour repousser ces présences étranges, taper sur des casseroles et des poêles, allumer des feux d'artifice pour faire du bruit, ou même jeter du poisson dans l'eau en guise d'offrande. Rien ne semblait vraiment fonctionner. Parfois, les sirènes répondaient par des cris aigus qui résonnaient dans la nuit, glaçant le sang de ceux à bord. Quand ta tante s'est noyée, cela a laissé une marque indélébile sur toute la famille. Ton grand-père, accablé par le chagrin et la culpabilité, s'est enfoncé dans l'alcoolisme et est devenu viol. Ton père a souvent envisagé de se débarrasser de lui en le poussant à l'eau et en rejetant la faute sur les sirènes, mais il était terrifié à l'idée que son père survive et se venge. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est l'unanimité des récits. Tous ceux qui l'ont vécu disent la même chose, une personne dans l'eau, là où il n'aurait dû y avoir personne. Ces figures ne semblaient pas en détresse, au contraire, elles paraissaient étrangement calmes, comme si elles prenaient un bain relaxant. Mais ce qui les rendait si dangereuses, c'est cette façon qu'elles avaient de rendre l'eau irrésistible, de donner envie à quiconque les regardait de les rejoindre. Lors de l'un de mes déploiements dans la marine, j'étais de quart, ce qui signifie que j'avais la responsabilité de la sécurité globale du navire, de sa trajectoire et de ses opérations. Nous venions de franchir les détroits turcs pour entrer dans la mer Noire. Notre mission ? Des opérations de présence, en gros, montrer notre pavillon dans des eaux internationales pour rappeler aux Russes qu'on avait le droit d'être là, même si ça les irritait profondément. C'était un peu comme ce jeu d'enfant où tu t'installes juste à côté de ton frère ou ta sœur en disant « Je ne te touche pas. Je ne te touche pas. » La nuit était noire, pas une lumière à l'horizon, et tout semblait calme. Jusqu'à ce qu'un de nos radars détecte soudainement un navire qui, sans prévenir, accélère brusquement et change de cap pour se diriger droit sur nous. À une vitesse de 35 nœuds, pratiquement leur vitesse maximale. Ce n'était clairement pas une coïncidence. Avec les informations de notre renseignement, les visuels que nous pouvions capter malgré l'obscurité, les feux de navigation de différentes couleurs, et la signature électronique du navire, nous avons rapidement compris qu'il s'agissait d'un bâtiment de guerre russe. Pas un doute. Face à cela, j'ai immédiatement ordonné à la salle des machines de mettre un moteur supplémentaire en ligne pour augmenter notre vitesse. Ensuite, j'ai pris la décision, passons en conditions générales de combat. Cela signifie que tout le navire se prépare à un scénario de bataille. Les équipes se mettent en position, les systèmes d'armement sont prêts, et chaque membre de l'équipage sait quoi faire en cas de confrontation. Soyons clairs, je savais pertinemment que la Russie n'allait pas déclencher une guerre pour un navire américain qui naviguait dans des eaux internationales. Mais en mer, on ne prend jamais de risques inutiles. En l'espace de 2 minutes, nous étions prêts. Pendant ce temps, leur navire continuait de foncer droit sur nous, toujours à 35 nœuds. Nous avons tenté de les contacter par radio, des appels polis mais fermes, excusez-nous, mais qu'est-ce que vous foutez ? Silence radio. Rien. Leur silence ne faisait qu'augmenter la tension à bord. Puis, à la dernière seconde, ils ont exécuté un virage à 180 degrés, retournant dans l'autre direction comme si de rien n'était. Et ça, c'était juste le début. Pendant 2 semaines, ce jeu stupide s'est répété. Ils venaient à toute allure, nous fonçaient dessus, et nous obligeaient à réagir en les anticipant. À chaque fois, ils changeaient de cap au dernier moment, comme s'ils jouaient au poulet en mer. Le plus frustrant, c'est que des règles internationales existent justement pour éviter ce genre de provocation. Mais les Russes avaient clairement décidé de les ignorer. Peut-être voulaient-ils simplement nous tester,
ou montrer qu'il ne se laisserait pas impressionner. Quoi qu'il en soit, c'était un jeu risqué et complètement inutile. Dans les années 70, je travaillais sur les bateaux de crevettes dans le golfe du Mexique. Un jour, à environ 160 km au large de la Louisiane, la mer est devenue incroyablement calme. Pas une vague, pas une ondulation, rien. Je veux dire vraiment calme, comme si l'océan entier s'était figé dans le temps. Les vibrations du moteur au ralenti créaient à peine des petites rides sur l'eau. La surface de la mer ressemblait à un immense miroir sans fin, s'étendant à perte de vue dans toutes les directions. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire, comme une photographie que je peux encore voir clairement aujourd'hui. Sous la lumière de la lune, cette mer parfaitement lisse avait une beauté presque surnaturelle, quelque chose qui dépassait l'entendement. C'était paisible, mais en même temps, il y avait une étrangeté inquiétante à se tenir là, au milieu de cet océan figé. Bien sûr, j'ai vécu bien d'autres moments mémorables en mer. J'ai vu des vagues de 8 mètres au cœur d'un ouragan, des trombes marines tournoyant autour de nous lors d'un orage d'été, ou encore des champs d'algues sargasses si denses qu'ils semblaient former une île flottante sur laquelle on aurait presque pu marcher. Et puis il y a les poissons volants, des centaines, qui jaillissent tous en même temps, comme une nuée d'oiseaux rasant la surface de l'eau. Mais rien ne ressemble à ce calme parfait. C'était un moment unique, une pause dans le chaos habituel de la mer, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Lors d'une mission de patrouille antidrogue, nous sommes tombés sur un groupe de contrebandiers. À notre arrivée, ils ont tenté de couler leur bateau pour se débarrasser de leur cargaison avant que nous ne puissions les appréhender. Mais il y avait tellement de ballots de cocaïne à bord que le bateau refusait de sombrer. Cela ressemblait à une scène absurde, leur tentative désespérée ne faisait qu'exposer encore plus leurs marchandises. Nous avons arrêté les contrebandiers et, après avoir sécurisé la zone, nous avons décidé de couler le bateau. Nous avons ouvert le feu, mais les balles ne pénétraient que quelques centimètres dans les ballots de drogue, agissant comme un blindage improvisé. Ce fichu bateau flottait toujours, refusant de disparaître sous la surface. C'est alors que les choses sont devenues encore plus intéressantes. Une troupe de baleines, curieuse de l'agitation, s'est approchée pour observer la scène. Devant leur présence imposante, nous avons immédiatement cessé de tirer, hors de question de risquer de les blesser. Nous avons alors opté pour une autre solution, ramer le bateau avec notre navire à basse vitesse. Cette manœuvre a finalement fonctionné, le bateau s'est brisé en deux et a commencé à couler sauf que les ballots de cocaïne, eux, flottaient joyeusement à la surface. Et c'est là que les baleines sont entrées dans la partie. Visiblement fascinées par ces nouveaux objets flottants, elles se sont mises à jouer avec les ballots, les poussant avec leurs museaux et plongeant autour comme si c'était un jeu. Ce qui aurait dû être une opération rapide et professionnelle s'est transformé en une scène surréaliste, des baleines jouant avec des ballots de cocaïne criblés de trop de balles. À ce stade, il fallait intervenir. J'ai dû descendre dans une petite embarcation pour récupérer les ballots et les éloigner des baleines, qui semblaient beaucoup trop s'amuser. Ce n'était pas une tâche facile, les baleines, probablement intriguées par ce nouvel intrus, venaient constamment vérifier ce que je faisais, ajoutant un degré de difficulté et une dose d'absurde à la situation. À la fin de la journée, nous avions réussi à récupérer tous les ballots, à éloigner les baleines sans les blesser et à neutraliser la cargaison illégale. Mais honnêtement, c'était l'une des journées les plus longues et les plus bizarres de ma carrière. Je ne pouvais m'empêcher de rire en y repensant, des baleines transformant une opération antidrogue en une séance de jeu improvisée au milieu de l'océan. Une scène que je ne suis pas prêt d'oublier. Lors d'un déploiement dans le golfe Persique, je faisais partie de l'équipe VBSS sur mon navire. Notre mission consistait à monter à bord de petites embarcations pour rechercher des armes ou des drogues transportées depuis l'Iran vers d'autres nations de la région. Ce travail nous plaçait régulièrement au cœur des tensions et des réalités brutales de la région. Contrairement aux grands navires de guerre, les petites embarcations utilisées pour ces opérations nous permettaient de nous rapprocher davantage de l'eau et de remarquer des détails que l'on ne voit pas depuis le pont d'un navire plus imposant. Une chose que j'ai vite apprise à propos du golfe Persique, c'est qu'il y a énormément de corps flottants dans ces eaux. Au début, cela m'a choqué,
mais plus je réfléchissais, plus cela semblait tristement logique. C'est un plan d'eau relativement restreint, presque entièrement enclavé, dans une région constamment en proie à des conflits. On m'a expliqué que la plupart de ces corps proviennent des actions de la marine côtière iranienne. Ils ciblent des personnes qu'ils soupçonnent d'aider leurs ennemis. Mais bien souvent, il s'agit de simples pêcheurs, des hommes pauvres qui tentent juste de nourrir leur famille. Ils sont pris pour des trafiquants ou des espions et sont impitoyablement abattus. Leur sort tragique finit par dériver avec les courants du Golfe, un rappel brutal des conséquences des tensions géopolitiques. Chaque fois que nous tombions sur un corps, cela suscitait un mélange de colère et de résignation parmi nous. Nous étions là pour effectuer des inspections, mais ces visions nous rappelaient constamment l'ampleur de la souffrance humaine dans cette région. C'était difficile à encaisser, mais en même temps, cela renforçait notre compréhension de la gravité de notre mission. Quand j'avais environ 17 ans, j'ai participé à une aventure en mer ouverte de 3 semaines avec un équipage composé de parfaits inconnus. Nous étions tous jeunes, inexpérimentés les uns avec les autres, mais prêts à relever le défi. Une nuit, une tempête a éclaté. J'étais capitaine à ce moment-là, et même si le vent et les vagues étaient impressionnants, nous avons tenu bon. Le bateau était en bon état, et l'équipage faisait preuve d'un calme remarquable malgré les conditions difficiles. Il devait être environ 2 heures du matin lorsque l'une des filles de l'équipage a aperçu un signal SOS au loin. C'était une lumière minuscule, presque entièrement masquée par les vagues, mais elle l'a vue. Nous avons immédiatement changé de cap pour aller vérifier, malgré les risques que cela impliquait dans une mer agitée. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un homme seul sur un vieux bateau à moteur. Ce bateau, conçu pour naviguer entre les îles des Caraïbes ou des endroits similaires, n'était clairement pas fait pour affronter une tempête en pleine mer. Tous ses équipements avaient été détruits par les intempéries, ses instruments, son moteur, tout était hors d'usage. Il n'avait plus aucun contrôle sur son embarcation. Le bateau dérivait, impuissant face aux vagues, et l'homme, épuisé et paniqué, n'avait presque plus d'espoir. Sans hésiter, nous l'avons fait monter à bord. Il était trempé, frigorifié, mais vivant. Après s'être reposé un moment, il nous a expliqué où il essayait d'aller. Cela nous a pris des heures pour le conduire là où il devait être, dans la direction opposée à celle où son bateau se dirigeait. Mais nous savions que c'était la seule option pour le sauver. Cette histoire a une fin heureuse. Cet homme a survécu, et nous sommes rentrés sains et saufs, marqués par cette nuit où une petite lumière à peine visible dans l'obscurité a changé le cours des choses. Mais ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est la fragilité de tout cela. Si notre équipage n'avait pas été attentif, si cette lumière n'avait pas été aperçue dans ce moment précis, cet homme n'aurait probablement jamais vu un autre lever de soleil. Ici, dans le Minnesota, beaucoup d'entre nous possèdent des maisons au bord des lacs. Chaque été, un couple sympathique amarre leur petite maison flottante près de notre rive pour profiter du feu d'artifice du 4 juillet. Ce sont des habitués, et on les remarque toujours pour leur bateau modeste mais charmant. Un soir, c'était la veille du grand jour. La nuit était incroyablement calme, pas un souffle de vent, l'eau était lisse comme un miroir, et même à 1 heure du matin, la chaleur restait étouffante. Je dormais profondément quand un bruit étrange m'a réveillé. Un genre de gémissement ou de plainte. Intrigué, je donne un coup de coude à ma femme, « Tu entends ça ?» Elle tend l'oreille et confirme qu'elle aussi entend ce son. Curieux, nous avons enfilé nos peignoirs et sommes sortis sur la terrasse. Et là, tout s'est éclairé ou plutôt, tout s'est entendu. Le couple sur la maison flottante était en pleine activité nocturne, et madame semblait très expressive dans sa satisfaction. Le silence parfait du lac amplifiait tout, le son portait comme s'ils étaient juste devant nous. Même nos voisins, réveillés eux aussi, étaient sortis pour vérifier ce qui se passait. On aurait pu trouver ça gênant ou agaçant, mais franchement, c'était surtout hilarant. Après qu'ils aient atteint le climax, nous avons tous spontanément applaudi depuis la rive. Un moment collectif aussi absurde qu'inattendu. Et là, le mari a passé la tête par une fenêtre et, avec un grand sourire, nous a fait un signe de la main, visiblement pas du tout embarrassé.
Une fois, sur la côte, j'ai vu une tempête gigantesque qui s'étendait aussi loin que l'horizon, ce qui, en mer, veut dire très loin. Rien ne venait obstruer la vue, c'était un panorama infini de ciel et d'océan, et cette tempête semblait engloutir tout l'horizon. La foudre était partout. Je ne peux pas vraiment trouver les mots pour décrire ce spectacle. Si chaque ville touchée recevait peut-être un éclair par minute, depuis ma position, avec cette vue panoramique sur des kilomètres, c'était comme si la terre entière éclatait en lumière, au moins 10 éclairs par seconde, et cela a duré pendant plus d'1 heure. C'était hypnotisant. Chaque décharge illuminait brièvement le ciel, comme un flash incessant, déchirant l'obscurité et révélant les masses mouvantes des nuages. La mer elle-même semblait immobile, comme si elle retenait son souffle face à cette démonstration brute de puissance. Aucun mot, aucune image ne pourrait vraiment rendre justice à ce moment, c'était à la fois effrayant et fascinant, un rappel du pouvoir indomptable de la nature. Comme tout bon marin, je suis allé chercher mes cigarettes, poser un pied sur la rambarde, et je suis resté là à observer. C'était une scène qui demandait d'être savourée, une expérience à ancrer dans la mémoire. Le vent fouettait mon visage, mêlant l'odeur salée de la mer à celle de la pluie qui approchait. Chaque éclair illuminait brièvement le pont, projetant mon ombre comme un fantôme au milieu de ce chaos lumineux. Ce genre de moment est rare. Pas juste la tempête elle-même, mais le fait d'avoir le privilège de la regarder, de la ressentir, sans rien faire d'autre que d'être témoin. Ce soir-là, je suis resté dehors jusqu'à ce que la foudre commence à se calmer. Je n'ai pas bougé, hypnotisé par ce spectacle, ma cigarette oubliée entre mes doigts. Un hibou. À 300 000 des côtes. Je l'ai aperçu, flottant dans le vent, un visiteur inattendu en pleine mer. J'espérais qu'il resterait avec nous, qu'il se poserait sur le navire pour se reposer, peut-être même assez près pour qu'on puisse l'attraper et l'aider. Mais il a fini par reprendre son vol, s'éloignant vers l'horizon, perdu dans l'immensité de l'océan. Ce n'est pas si rare de voir des oiseaux terrestres en pleine mer, loin de leur habitat naturel. Parfois, ils s'endorment par erreur sur un bateau et se réveillent bien trop loin des côtes. D'autres fois, ce sont les tempêtes qui les emportent, les balayant au-dessus des vagues jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, comme ce hibou, à chercher désespérément un endroit pour se poser ou retrouver la terre ferme. Malheureusement, leur sort est souvent tragique. Beaucoup boivent trop d'eau salée, leur soif les poussant à un geste fatal. Les plus petits se font attraper par des goélands ou d'autres oiseaux marins plus adaptés à cet environnement implacable. Peu survivent à un tel voyage. J'ai continué à observer ce hibou jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue, une petite ombre solitaire dans l'infini de l'océan. Il y avait quelque chose de profondément triste dans cette scène, un animal hors de son élément, luttant pour sa survie dans un endroit qui n'a jamais été fait pour lui. Ce genre de rencontre nous rappelle à quel point la nature peut être belle, imprévisible, mais aussi impitoyable. Depuis, chaque fois que je suis en mer, je garde un œil ouvert pour ces voyageurs égarés. Un jour en mer, j'ai vu des choses inhabituelles, une trombe marine tourbillonnant au loin, ou peut-être une barre de sable non répertoriée au milieu de la Méditerranée. Ces visions sont étranges mais pas forcément effrayantes. Par contre, les épaves à la dérive ont une atmosphère étrange, presque sinistre. Quant aux bateaux de pirates ou de contrebandiers, ils sont finalement moins impressionnants qu'on pourrait le croire, une réalité banale dans certaines zones maritimes. Cela dit, une expérience particulière me revient en mémoire. Une nuit, au large de la Floride, je naviguais à environ 80 km de la côte, en direction du sud, parallèle au rivage. Le ciel était clair, et tout à coup, en regardant à tribord, j'ai vu le rivage. Net, précis, visible comme en plein jour. En même temps, quelqu'un sur le pont a reçu un message texte sur son téléphone. C'est là que le stress a commencé à monter. Avec une portée visuelle limitée à environ 24 km depuis la timonerie et une couverture cellulaire similaire, ce que je voyais défiait la logique. Une panique sourde m'a envahi, si je pouvais voir la côte, c'était peut-être parce que notre GPS avait fait une erreur monumentale et que nous étions dangereusement proches des eaux peu profondes ou d'autres obstacles non prévus. Dans la précipitation, j'ai tout vérifié. Le radar indiquait bien la côte mais à 50 000 nautiques.
Le sondeur était conforme aux profondeurs chartées, et j'ai retracé les 24 dernières heures de navigation en me fiant au journal de bord, à la vitesse, et au changement de cap. Rien n'indiquait une anomalie. Pourtant, ce que je voyais me donnait un sentiment de danger imminent. Finalement, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un phénomène de réfraction atmosphérique. L'atmosphère déformait la lumière et créait cette illusion. Non seulement cela rendait la côte visible à une distance improbable, mais cela amplifiait également le signal radar et les visualisations, me donnant des contacts sur des navires situés à plus de 40 000 nautiques, ce qui est normalement impossible. Rétrospectivement, cela semble presque anodin. Mais sur le moment, c'était une expérience intense et désorientante. Je n'ai passé que 2 mois de ma vie sur l'eau, dont environ 2 semaines sur les Grands Lacs. Mais même avec cette expérience limitée, il y a des moments qui m'ont marqué. Une nuit, à seulement quelques kilomètres au large dans l'Atlantique, la mer était calme et enveloppée d'un épais brouillard. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que les marins veulent dire quand ils parlent de naviguer au bord du monde. Il y avait une atmosphère irréelle, presque mystique. L'horizon disparaissait complètement, avalé par le brouillard. La mer, parfaitement lisse, semblait s'étendre jusqu'à un point où elle s'arrêtait brusquement. Ce n'était pas une illusion de courbure, mais une impression que l'eau se terminait et que, au-delà, il n'y avait que le vide, rien. Le silence amplifiait cette sensation étrange. Pas de vent, pas de vagues, juste un léger clapotis contre la coque. C'était comme si le monde entier s'était réduit à notre bateau et à ce cercle limité de visibilité, entouré par un néant insondable. Je suis resté debout un moment, à scruter cet horizon invisible. Ce sentiment d'être à la limite de quelque chose d'inconnu était à la fois fascinant et légèrement angoissant. Je comprenais enfin ce que signifiait cette idée ancienne de tomber au bord du monde. Ce n'était pas une question de croire ou non à la géographie d'un autre temps, c'était une sensation viscérale, une perception que seule l'immensité de l'océan pouvait susciter. C'était une nuit de veille en solitaire lors d'un convoyage de voiliers. Pas de lune, un ciel couvert, et un silence absolu. Ce qui m'a frappé cette nuit-là, ce n'était pas ce que je pouvais voir, mais ce que je ne pouvais pas. L'obscurité était totale, comme si le monde avait été englouti dans un néant sans fin. Le voilier glissait doucement sur un grand largue, surfant sur des longues houles régulières qui semblaient s'étendre à l'infini. Mais avec le ciel bouché et l'absence de lumière naturelle, il n'y avait aucun repère, rien pour rappeler qu'il y avait un monde au-delà de cette obscurité. Tout semblait suspendu dans un vide insondable. Il n'y avait presque aucun son. Pas de vent perceptible, pas de clapotis constant. Même le mouvement de la mer semblait silencieux, presque irréel. Pendant ces 4 heures, le monde semblait avoir disparu, et je me sentais flotter dans une existence parallèle, isolé de tout, même du temps. De temps à autre, une vaguelette se formait, et son sommet, captant un reflet des feux de navigation, lançait un éclat vert pâle, éphémère mais frappant. Ce flash, fugace et fragile, était le seul rappel que j'étais encore sur l'océan, que cette immensité invisible sous mes pieds n'était pas un rêve ou une illusion. C'était une expérience profondément troublante, presque oppressante. L'absence totale de repères, le vide omniprésent, et ce sentiment d'être complètement seul face à l'inconnu m'ont plus marqué que n'importe quelle tempête ou mer déchaînée. Ce n'était pas la peur, mais un sentiment de déconnexion totale, comme si j'avais été temporairement arraché à la réalité. À bord d'un navire de la marine, nous étions en patrouille lorsque nous avons pris un énorme éclair en plein sur le mât arrière, juste au moment où le vent s'est mis à souffler violemment. L'impact a été si brutal que le navire a commencé à agiter sérieusement, et le tonnerre qui a suivi a retenti comme une détonation, presque comme si nous avions heurté quelque chose. L'adrénaline a instantanément gagné tout l'équipage. La plupart d'entre nous ont immédiatement couru sous la ligne de flottaison pour évaluer les dégâts, tandis qu'un collègue s'est précipité vers la passerelle pour comprendre ce qui s'était passé. C'était le chaos organisé, chacun se mobilisant pour vérifier les compartiments, s'assurer que les systèmes critiques tenaient bon et que nous ne prenions pas l'eau. Heureusement, ce n'était que la foudre. Aucune collision, aucun objet immergé ne nous avait frappés.
Mais honnêtement, sur le moment, ça ne faisait aucune différence. Le bruit de l'impact et la manière dont le navire avait réagi donnaient l'impression que nous venions de heurter quelque chose de massif. Ce genre de situation est un rappel brutal de la puissance des éléments et de la vulnérabilité qu'on peut ressentir en mer, même sur un navire de guerre robuste. La foudre, en frappant directement le mât, avait libéré une énergie incroyable, et la montée soudaine du vent n'avait fait qu'accentuer le sentiment d'urgence. Une fois que nous avons compris qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs, la tension est redescendue. Mais cet instant, entre l'impact et le moment où nous avons réalisé que tout allait bien, a semblé durer une éternité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.